You spin me right round, call me when your time runs out. Bonjour Philippe Candelero. Bonjour. Bienvenue à Ma table à repasser. C'est l'émission On défroisse les idées et votre linge. C'est ce que je vais faire juste après. Oui, c'est pour ça que j'ai accepté l'émission d'ailleurs, parce que ma femme de ménage était en vacances cette semaine. Je me suis dit, voilà. Tiens, c'est une bonne occasion de faire repasser son linge. Elle vous plaît la femme de ménage? Elle est pas mal. elle est Merci pas mal. beaucoup. Ça Philippe, change. vous êtes un peu le parrain du patin français depuis 1990-94, quoi, la médaille olympique. Oui, bon, on va dire que l'explosion médiatique a démarré en 94 après cette médaille de Lillehammer. Oui. Ça a tout changé pour vous. Est-ce que ça vous a changé? Non, parce que j'ai fait en sorte que ça ne me change pas. Et puis j'avais un agent, un conseiller audiovisuel que j'ai gardé, qui est encore là aujourd'hui, Alain Leblond, que je salue, à qui j'ai dit, écoute, si un jour tu me vois prendre la grosse tête, surtout n'hésite pas à me mettre des claques dans la gueule pour que je revienne les pieds sur terre, en tout cas les patins sur la glace. Finalement, pas trop, parce qu'à chaque fois on débriefait, on regardait à quel moment je pouvais être bien et pas bien. Et puis après, j'avais mon langage propre avec ma façon de vivre. J'avais un langage un peu de mec de cité. Il a fallu arranger un petit peu tout ça. Et puis, mais j'avais pas envie de changer mon ADN non plus, parce que je sentais que c'était moi. Et il fallait que je sois moi à 100%. Alors, parrain du patin et homme en convalescence quand même aujourd'hui. En convalescence 2 fois. D'abord en convalescence d'une époque, on va en parler juste après. Et puis en convalescence physiquement parce que vous venez d'être opéré. Qu'est-ce que vous avez eu? Et alors, je me suis fait opérer de la hanche. Donc, en fait, ça fait 20 ans qu'on m'avait diagnostiqué une arthrose importante à ce niveau-là, mais c'est normal. Ça fait 40 ans que je suis sur la glace à faire des pirouettes, des choses comme ça. Je savais qu'il y avait une usure. Et il y a 2 ans, en fait, j'ai fait une petite chute à l'entraînement et j'ai décalé en fait cette arthrose, qui fait qu'à chaque fois que je bougeais la hanche, il y avait un petit truc qui me titillait et qui me faisait mal. Donc, en fait, j'ai forcé en me disant, bon, ça va tenir, parce que j'avais l'objectif de dire à mes 50 ans, j'arrêterai de patiner, à faire mes cascades et machin, parce qu'il y a un temps pour tout. Et puis, c'était aussi de passer à autre chose. Et puis, j'ai fait Holiday, j'avais toujours mal. Et puis là, avec cette période de Covid, j'ai dit, là, j'ai pas de boulot à 6 mois. J'ai dit, allez, on va faire l'opération, on va mettre la prothèse. De toute façon, même si je peux plus faire mes sauts périlleux-arrière sur la glace après ça, ça me fera une excuse pour arrêter, déjà. Et puis, je me suis dit, ça me permettra de mieux récupérer aujourd'hui, parce que j'avais encore une bonne musculature au niveau des hanches et des cuisses. Et puis, je serai peinard pour mes 15 prochaines années de ma vie pour continuer à faire du vélo ou du golf ou des choses comme ça. Donc, la récupération est très importante quand on se fait une opération. J'ai longuement hésité, parce qu'il y a cette envie de vouloir faire une belle émission de télé de variété sur glace pour fêter mes 50 ans sur glace et 40 ans de carrière à peu près. Ça, on va en parler dans la projection du parcours. On va voir comment vous voyez le monde d'aujourd'hui, comment vous voyez les relations hommes-femmes. Et puis, comme je disais, on va le faire en discutant avec votre linge. Et je vais me mettre à mon poste de travail pour faire justement mon rôle de femme de ménage. Bon, et moi, je reste ici. Exactement, vous ne bougez pas. Elle a bien changé, ma femme de ménage. I know what you're all about. Alors ça, c'est votre panière de linge. Qu'est-ce que vous m'avez apporté, Philippe? En fait, je ne sais pas pourquoi on dit toujours femme de ménage. Parce qu'il y a maintenant, il y a des hommes qui font homme de ménage. Voilà. Alors là, ça peut être plus dangereux pour la femme de maison. Enfin, en tout cas, l'homme de maison peut peut-être se poser la question, est-ce que... Ça, Philippe, c'est pas à vous, ça. Non, ça, c'est à ma femme. J'en ai profité pour amener plein de trucs Bien sûr, que vous ne repassez pas. Qui va la détendre. Mais bien évidemment. Par quoi je commence, à votre avis? Par ça? Les trucs bien froissés. Et puis alors, il y a un truc qu'on n'arrive pas à faire, que ce soit ma femme ou moi, c'est les draous. Bon, je vais regarder ça, le draous. Je vais commencer par Ouais, ça. vas-y, vous voulez, draous. Vous me souhaitez bon courage? Est-ce que vous me prendriez comme femme de ménage, du coup? Moi, j'ai pas d'a priori sur le sexe par rapport à l'emploi. Donc, à partir du moment où le boulot il est bien fait, ça me pose aucun problème. Ça veut dire que la question du genre ou la question du sexe n'est pas une question pour vous? Non, en tout cas, ça me vient pas à l'esprit. Parce que pour moi, alors oui, il y a des métiers, mais regardez aujourd'hui le nombre de femmes qui conduisent des autobus ou des camions, des semi-remorques, des choses comme ça. Je veux dire, avant, on n'aurait jamais imaginé ça. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'a priori sur les métiers par rapport au genre et au sexe. Ça veut dire que l'époque a bien évolué. Alors justement, est-ce que vous considérez que vous devez être plus en retenue aujourd'hui, où on vous demande d'être plus en retenue? Est-ce que vous avez l'impression que vous devez un peu vous censurer? Ouais, de toute façon, à la télévision, aujourd'hui, on est obligé de s'auto-censurer. Et ça, c'est dommage, parce que ça m'empêche d'être moi-même à 100%, donc ce qui fait que j'ai l'impression de ne plus avoir ma place. Finalement, la bienveillance ou être très, très poli sur soi nous empêche d'être nous-mêmes et finalement de vivre et voire de travailler.
Vous présentez beaucoup de patinage artistique avec Nelson Montfort à la télévision. Est-ce que vous avez reçu des consignes où on vous dit Philippe, pédale douce un peu parce que là, quand même, ça part dans tous les sens. Alors, ils n'ont jamais voulu ça parce qu'ils sont venus me chercher pour ça, à la base. On a commencé avec Nelson en 2006, on a fait un carton parce que justement, je me permettais de commenter sur la plastique des jeunes filles. Mais c'est aussi ce qui a attiré beaucoup d'hommes à regarder le patinage. C'est cette déconnade, cette décontraction, ce côté humour entre deux notes de juges qui a fait que le patinage est devenu de plus en plus populaire avec des champions français en plus qu'on avait sur la glace. Mais sans avoir forcément des chances de médaille olympique, on avait des Français qui nous suivaient à plus de 3 millions pendant les Jeux olympiques. Et là, encore aujourd'hui, on fait des scores d'1,5 million en hertzien alors qu'on n'est pas vendu comme un match de football ou comme le Tour de France. Donc ça veut dire quand même que c'est un sport, qui plaît. Je pense que le trio qu'on formait avec Nelson et Annick Dumont a fait aussi qu'il y avait une bonne harmonie entre tout ça. Aujourd'hui, moi, je suis encore assez à l'aise aux côtés de Nelson parce qu'on se soutient à la fois moralement et verbalement. D'ailleurs, on ne chambre plus ce qu'on est en train de commenter, on se chambre entre nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut se chambrer tous les deux. Vous avez détourné la façon de procéder et la façon d'amener de l'humour. Oui, mais voilà, parce c'est pas qu'on nous a donné des consignes. Moi, par contre, on me dit souvent, bon, Philippe, vas-y, tu te lâches, mais vas-y doucement quand même. Donc, c'est un peu facile. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une chaîne où, justement, on va aussi protéger beaucoup ces animateurs. Au contraire, dès qu'il va y avoir un peu d'orage, on va essayer de se débarrasser de ces animateurs. Donc, moi, je suis que consultant, je ne suis pas journaliste. Donc, on ne peut pas me retirer une carte de presse que je n'ai pas, d'ailleurs. On vient bouffer de temps en temps le boulot de certains. D'ailleurs, vous voyez, je suis raccord, j'ai mis la même chemise que sur la photo. Mais est-ce que vous comprenez que vos remarques sexistes, je sais que vous détestez le mot et vous allez nous dire pourquoi, est-ce que vous comprenez qu'elles peuvent choquer ou qu'elles ont pu choquer et que l'époque n'est plus à ça, ou qu'en tous les cas, on doit à un moment donné... C'est un peu le problème. Alors moi déjà, c'est le mot sexiste. On m'avait dit d'aller prendre des cours pour apprendre ce que c'était que ce mot, parce qu'en fait, il est sorti un peu comme ça. C'est-à-dire, à partir du moment où vous émettez une opinion, une façon de penser, alors que tout le monde nous casse les bonbons avec cette liberté d'expression, qu'on soit journaliste ou pas, quand on a eu les attentats de Charlie Hebdo et compagnie. Ouais. Et aujourd'hui, quand vous n'avez plus le droit de dire que cette demoiselle, elle est jolie, quand vous envoyez une sur la glace... je sais pas, moi, ça me paraît tellement absurde de ne plus pouvoir dire ce qu'on pense, parce que c'est comme quand vous dites vous aimez les femmes, automatiquement on va vous traduire d'homophobe. De harceleur ? Non, d'homophobe, parce que vous revendiquez votre hétérosexualité. Vous voyez ? Alors que si vous étiez, comme je dis souvent, si j'étais bisexuel, ça poserait plus de problème à personne et on pourrait même plus te traiter de sexiste, ni de féministe, parce que je serais entre les deux. Donc en fait, il faut essayer de détourner ces choses-là, mais comme je dis en même temps, si jamais je dis que je suis bisexuel, je risque d'avoir peut-être beaucoup de mes copines du patinage qui vont vouloir me draguer. Est-ce que c'est pour ça qu'on peut dire que vous êtes en convalescence de votre époque ? Oui, alors je suis en recherche de savoir qu'est-ce que veulent les gens. Parce que moi, aujourd'hui, si on m'empêche d'aller travailler comme je suis à 100%, c'est un peu discriminatoire. C'est-à-dire je peux pas aller travailler. On m'empêche d'aller travailler parce que je ne corresponds plus à la société qui nous dirige. Donc quelque part, alors que c'est cette société-là qui m'a vous a demandé à un moment donné de venir. Et puis moi, c'est comme ça que je me suis construit. Ce qui est plus compliqué pour nous, c'est que moi, je fais partie d'une époque des années 80 où on avait la totale liberté d'expression, on commençait à avoir les bouts de seins à la télévision, le sexe facile. Donc on était libre de raconter plein de conneries. Coluche nous a fait marrer. Aujourd'hui, un Coluche pourrait peut-être faire que 10% de ses blagues. Et moi, c'est ça que je trouve regrettable, c'est-à-dire qu'on essaye d'effacer une époque pour en mettre en place une autre. Alors, pour les gens comme nous, c'est compliqué parce qu'on nous enlève toute cette éducation qu'on a eue avec beaucoup de liberté. Nos gamins d'aujourd'hui, ils vivent avec ça. C'est-à-dire que ça ne les surprend pas. Ce qui pourrait les surprendre, c'est qu'on revienne dans 20 ans à dire « Allez, c'est bon, tout le monde se balade à poil dans la rue, et vas-y, je te fais les Wet Sunshine, je fume le joint partout. » quoi. Alors justement, vous disiez, moi j'ai grandi dans un moment de liberté absolue, c'était le moment des années 80, un petit peu avant, 70-80, vous êtes né en... Je suis né en 72, donc le temps que je commence à faire mes conneries, on va dire dans les années 80, de 80 à 90, je pense que j'ai vécu les bonnes années, pas seulement de la France, mais les bonnes années du monde.
avec cette explosion, que ce soit pour le sport, la télévision, les médias. Je me suis trouvé une place au sein des médias français parce que j'avais cette gouaille, le titi parisien, Oui. sa façon de s'exprimer. Et puis s'il avait envie de dire merde, il pouvait dire merde, alors qu'aujourd'hui, on est obligé d'être un peu plus mesuré. Vous avez débuté le patinage à 6 ans, c'est ça? Ouais, 7 ans et demi. 7 ans et demi. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce sport pour que vous y allez Je sais comme pas. ça? Le fait de se faire traiter de tapette tous les jours, peut-être. Parce que, quelque part, je me suis battu, moi, contre ça. Et j'étais un gamin de cité, on jouait les gros durs, il fallait se battre pour défendre son nom. C'était les histoires de famille. Alors, c'était pas comme le parrain, mais quelque part, on devait défendre un peu son territoire, son nom. Moi, j'étais un gamin de Colombes. Alors, on n'était pas les grosses cités avec du deal et tout ça, mais... Et je cachais que je faisais du patinage parce qu'à chaque fois, déjà, les hockeyeurs, quand j'arrivais, ils voulaient tellement m'avoir dans leur équipe parce qu'ils me trouvaient bon dans la vitesse, dans la gestuelle. Moi, c'est pas moi qui ai voulu faire du patinage, hein, c'est grâce à l'école. L'école m'a emmené à la patinoire comme on pourrait nous emmener à la piscine pour apprendre à nager. Là, on apprenait à patiner. Et puis, c'est l'entraîneur qui est devenu mon prof de toujours, André Brunet, qui m'a découvert, en fait, et qui m'a motivé, qui a motivé mes parents, qui a motivé ma maîtresse. Là, c'est avec Jacques Dechoux et André Brunet, donc on est à Font-Romeu. Mais bon, ça, c'est 20 ans plus tard. Et vous me disiez que vous aviez passé plus de temps avec votre entraîneur qu'avec vos parents? Bah oui, je passais 7 heures par jour. En fait, j'ai intégré tout de suite le sport-études, ce qui fait que du CP, je suis passé en CE1 en sport-études, inscrit au Centre national à distance du CNED. Donc, et on n'avait que 3 heures de scolarité par jour et 6 heures de sport à faire par jour, parce qu'à l'époque, il y avait une discipline qui s'appelait les figures imposées, qui était de la géométrie géante sur glace, mais qui était chiante à faire. C'est comme le solfège à la pour la musique. musique. Et quand tu as 8 ans, je veux dire, c'est pas du tout passionnant, mais il faut que tu t'en tapes 3 heures, parce que si tu n'es pas bon à cette épreuve, tu n'auras aucune chance de devenir champion de France ou champion du monde. Et à cette époque-là, est-ce que vous voyez une différence de traitement entre les jeunes garçons, les jeunes filles, ou tout vous semble égal? Ouais, en préparant un peu cette émission, hein, je te disais que moi, j'ai pas eu ce sentiment de dire les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Pourtant, j'étais une famille d'Italiens, avec toute le côté macho, en fait. Les Italiens, on disait que c'était macho, mais c'est macho dans la drague, donc c'était quelque chose d'assez sain. Après, on était dans une époque où, effectivement, on disait, bon, bah, la femme, elle fait les tâches ménagères, le mec, il va bosser. Moi, mes parents, ils étaient obligés de bosser tous les deux pour nous faire vivre une famille de 6. Sinon, on ne bouffait pas le soir en rentrant. Et en plus, quand j'ai commencé le patinage, c'était un sport qui coûtait quand même assez cher, qui a fait faire des sacrifices pour mes frères et sœurs. Donc oui, il a fallu se mettre un peu en quatre. Et puis les 2 salaires n'étaient pas de trop. Mais dans l'univers du patinage, est-ce que vous avez senti une différence ou pas? Non, moi je disais que j'avais la chance de faire un sport où justement il y avait une mixité d'entraînement. Déjà, on était dans les mêmes vestiaires, hommes et femmes. Il n'y avait pas ce regard de la femme ou de l'homme où en fait... Je sais pas, alors moi, peut-être parce que j'ai pas un esprit pervers, donc je n'étais pas en train de me dire « Ah, c'est bon, je fais du patinage, je peux mater les nanas dans les vestiaires. » Mais pour moi, c'était des collègues d'entraînement, donc en fait, il y avait le respect de collègues, en fait, avec ce qu'on pouvait subir à l'entraînement par moment, parce que l'entraînement n'est pas toujours rose, l'entraîneur qui vous engueule. Et justement, cette partie de vestiaire entre hommes et femmes était aussi... pour essayer de réconcilier avec ce qui s'était mal passé à l'entraînement. Parce que c'était nos seuls amis, c'était nos collègues de classe. Même en classe, aujourd'hui, je ne suis même pas convaincu qu'il y ait autant d'amis qui se parlent comme nous, on aurait pu se parler dans les vestiaires. Et quand Sarah Abitbol annonce ce qui lui est arrivé, qu'elle décrit les viols, vous êtes tombé de votre chaise? Ouais. Pourquoi? Assez, parce que le personnage en question, là, son entraîneur, on a passé plus de 20 ans à se côtoyer. Et j'ai jamais vu de comportement très agressif. Il n'y a jamais eu des comportements qui vous sont arrivés aux oreilles, ou il n'y a jamais eu des rumeurs qui font qu'on s'est dit... Comme tout le monde dit, on dit bon, ce personnage, ce qui est un peu décevant pour nous, c'est que ce personnage, il a été aussi quelqu'un qui nous a défendus, souvent dans cet univers impitoyable du monde de la glace. Des fois, il faisait le présentateur, il a toujours été le présentateur des galas, on a fait beaucoup de tournées avec lui. Et c'est vrai que quand Sarah nous a annoncé ça, alors qu'ils étaient aussi très proches, l'un et l'autre, hein, puisqu'elle a passé quand même beaucoup d'années au centre de Bercy, on s'est dit comment elle a pu vivre ou prendre sur elle pendant autant d'années sans nous donner le moindre avertissement. Même son compagnon de l'époque était son partenaire, qui était mon meilleur ami.
n'a rien vu, n'a rien senti. Donc ça a été pour nous un choc des deux côtés en fait. À la fois parce qu'on était très choqués par rapport à ce que Sarah indiquait ce qu'elle avait subi. Et puis de l'autre côté, le subisseur. C'est-à-dire que on s'est dit... Le bourreau. Hein ? Le bourreau. Le non bourreau, parce que, alors, il a recommencé plusieurs fois, a priori. Moi, je n'étais pas dans son centre d'entraînement, donc il y a plein de choses que je n'ai pas vécues tous les jours. Il y a des gens qui avaient des comportements parfois un peu excessifs sur l'entraînement, justement l'emprise sur les jeunes filles ou sur les gamins aussi. Il n'y a pas que ça. Il y a des taper avec des protège-lames, tout ça, on a vu, mais c'est aussi une époque. C'est-à-dire que même moi, quand j'ai commencé avec André Brenet, on était éduqués à la baguette. C'est-à-dire que si on tenait à un moment donné mal ses bras, parce que sur les figures imposées, comme je vous expliquais, c'était un travail tellement chiant qu'on pouvait lâcher les bras. Et puis lui, hop, il venait avec sa baguette. Et puis moi, un jour, à 14 piges, j'ai pris la baguette, je l'ai tordue parce que j'ai dit, ça suffit. Et c'est vrai que c'est un espèce de tempérament. Alors quand on est une jeune fille sous une emprise comme ça, avec un entraîneur en plus qu'on adule, parce que moi, j'ai vu des jeunes filles aussi tomber amoureuses de leur entraîneur. Oui, mais là, on n'est pas dans ce cas-là. Non, on n'est pas dans ce cas-là, mais quelque part, c'est un métier dangereux aujourd'hui d'être entraîneur. Parce que vous récupérez des gamins qui deviennent presque vos enfants. Par contre, ça ne vous donne pas tous les droits. Donc c'est à l'adulte de mettre les limites, vous êtes d'accord ? C'est à l'adulte de dire non. Mais c'est là où je dis, il y a des gens qui sont malheureusement un peu détraqués dans leur tête ou sexuellement. Et ces gens-là, il faut arriver à les déterminer, à les sortir du milieu dans lequel ils évoluent, parce que on a bien vu, dans tous les sports, ça a été un carnage. Parce qu'en fin de compte, tous les sports où les jeunes filles à majorité précoce dans leur sport, avec des petites tenues de juste au corps et tout ça, c'est souvent là que ça s'est mis à déconner. Alors, je ne sais pas pourquoi l'entraîneur n'arrive pas à se mettre ces limites-là, en disant non, c'est impossible, il ne faut pas le faire. Voilà. Justement, vous avez 3 filles, vous êtes marié avec Olivia. Depuis combien de temps vous êtes marié avec Olivia ? On est marié depuis 98, donc ça fait... en fait, c'est la même année que l'année de Nagano, la fin de ma carrière. Donc ça doit faire 24 ans bientôt. Vous avez 3 filles avec Olivia. Ouais. Comment vous les avez élevées ? Qu'est-ce que vous leur avez transmis ? Je pense que déjà, moi, j'étais souvent absent, donc je crois que l'éducation, c'est beaucoup Olivia qui l'a fait sur les filles. En plus, bon, comme ce sont des filles, on va dire qu'en principe, elles reproduisent quand même la féminité qui est en leur mère, plus que la paternité. Parce que bon, moi, des fois, Plus que la virilité, parce que la féminité, ouais, on va dire alors que moi, son je suis pas... complément, ouais. c'est la virilité. Moi, ce que j'ai essayé de donner à mes filles, et parfois, je fais exprès d'avoir un langage cru, pour les brusquer un petit peu, pour pas qu'elles soient dans un monde de bisounours, ou que quand elles se retrouveraient avec des bandes de copains, voilà, qu'elles sachent raconter quand même discrètement, parce qu'on n'a pas cette discussion à table, mais si elles peuvent raconter 2 ou 3 histoires de fesses, ça me perturberait pas plus que ça, mais au moins elles seraient au courant. Voilà. Moi je dis, vaut mieux prévenir que guérir. Il y a des choses que vous redoutez pour elles ? Ouais, de tomber... parce que moi, je pense que quand j'étais jeune, j'ai pas été un garçon très... Avec des filles, parfois, j'ai peut-être été un peu... jamais brusque, parce que je suis pas dans ce rapport de force, moi, avec la femme. Il faut que ce soit sensuel, il faut que ce soit volontaire, il faut que les 2 personnes aient envie, sinon ça sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est pas très jouissif. Moi, je pense que j'essaye d'éviter ou alors de leur faire comprendre qu'il peut y avoir des mecs. Comment va réagir un mec dans la vie ? Vous avez eu cette discussion-là avec elle ? J'essaye, mais c'est compliqué parce que je pensais que ça allait être plus simple. Pourquoi ? Moi, je me suis jamais posé la question en disant est-ce que je peux parler à ma fille comme je pourrais parler à mon fils, si j'avais eu un fils. Je m'aperçois que c'est pas si évident que ça, parce que même autant de la liberté que j'ai côté cru, des fois je raconte des histoires pour voir si ça fait rire, mais cette génération-là, elle rigole pas de la même chose que ce que moi je riais à l'époque et de la façon dont j'ai été éduqué. Donc on est obligé de s'adapter. Voilà. Maintenant, elles n'ont pas l'air si naïves que ça, et c'est ça qui est important, parce que je pense que les enfants font leur éducation avec leurs amis, pas avec leurs parents, quelque part à un certain moment. Évidemment, nous on est là, on est les guides au démarrage. Puis souvent, on les perd au moment du collège. On a toujours essayé de leur inculquer le respect envers leurs parents. En plus, elles ont un père célèbre et elles ont un couple assez
assez idéal puisqu'on est toujours ensemble malgré peut-être toutes les tentations qu'il y aurait pu y avoir à droite et gauche. Ma femme est jolie, moi je suis célèbre, j'aurais pu attirer des jeunes filles, j'aurais pu me laisser tenter. Et on est toujours ensemble. Notre vie de couple, visiblement, n'est pas un modèle à 1000%, mais en tous les cas, ça tient. Elle est solide. Elle est solide. Donc, on essaie de leur faire voir. Oui, alors à des moments, on s'engueule, des moments, on est bien, on sait se réparer, et on le fait devant elles aussi, parce qu'elles émettent des opinions aussi. Est-ce que vos parents vous servaient d'exemple de ce point de vue-là, quand vous regardez le couple que formaient vos parents? Moins, parce que nous, que ce soit moi ou ma femme, on a bon, moi, ma mère est partie avec un autre gars à un moment donné, donc moi j'ai subi un divorce, mais j'étais déjà âgé. Et mes frères et sœurs, comme ils sont plus aînés que moi, ils ont compris ça plus facilement, plus rapidement que moi. Cette émancipation de votre maman, le fait qu'elle désire effectivement et qu'elle choisisse, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? J'étais dans un double sentiment en fait. J'ai dit ouais, ma mère en fait, elle a dû se marier avec un mec par obligation, parce qu'à l'époque c'était tu rencontres un mec, tu tombes enceinte et tu te maries et tu fermes ta bouche entre guillemets. T'avais pas le choix. Mon père qui était italien, quand on lui annonçait ou quand ma mère lui annonçait qu'elle voulait se marier avec un autre mec, ça a été la mort pour lui parce que en tant qu'Italien, il n'y avait pas de divorce, c'était pas possible. Donc je pense que c'est ce qui a déclenché, je pense, son cancer. Donc il y a eu un double sentiment parce qu'à la fois tu as envie que ta mère elle soit heureuse, mais que tes parents soient heureux, qu'il n'y en ait pas un qui soit laissé pour, entre guillemets, pour mort en disant, voilà, ça fait 20 ans que je supporte ça, j'ai fait 4 gosses avec le même mec, mais quelque part, j'ai trouvé mieux ailleurs aujourd'hui, je veux partir. Donc, moi, de ce côté-là, j'ai toujours eu cette crainte de la part d'Olivia, et Olivia, c'est pareil, elle a subi un petit peu le même genre de choses, mais de par son père, qui, lui, a une liaison avec une autre jeune fille qui était presque âgée d'autant de l'âge d'Olivia, donc ça a été compliqué. Donc période, en fait, on est tous les deux sur des moments de doute parce qu'on a vécu en fait des tromperies de la part de nos parents respectifs, et du coup on se pose la question, mais bon, on se dit on n'est pas naïf non plus. Et laissons vivre les uns et les autres. C'est comme ça, plus on donne de la liberté à l'un et à l'autre, et j'ai l'impression que c'est aussi ce qui vous empêche de faire des conneries. Olivia fait plus un travail de l'ombre, puisqu'elle est chorégraphe, spécialisée chorégraphe sur glace. Elle a été championne de ballet sur glace plusieurs fois, championne de France de ballet sur glace. Elle a beaucoup de talent, elle sait monter des spectacles, elle sait manager 70 personnes sur glace, chose que je ne sais pas faire. Donc en fait, Vous êtes complémentaires. On est très complémentaires, mais elle fait un travail de l'ombre avec la problématique de dire c'est la femme de. C'est pas. Aujourd'hui, Olivia, il y a 20 ans, elle a perdu, 20 ou même 30 ans, elle a perdu en fait son identité en tant que femme et en tant que personne. Je trouve que c'est plus délicat de perdre son identité en tant que personne qu'en tant que femme. Parce que là, maintenant, la femme, elle a autant d'importance qu'un homme dans la société d'aujourd'hui. Et les femmes ont des sensibilités que les hommes n'auront jamais, et vice-versa. Donc, il faut pouvoir arriver à intégrer l'homme et la femme de la même manière dans cette nouvelle société, sans avoir de préjugés. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Après, Elle n'a pas pour autant sacrifié ses carrières, de ce que j'entends. Oui, mais Vous pensez que si? elle a toujours été considérée comme la femme de, donc très compliqué. En fait, on pense qu'elle n'a pas de talent, alors qu'en fait, elle a fait énormément autour de toutes les productions qu'on a pu faire et me faire perdurer dans le temps. Elle était un élément très important. Si elle n'avait pas été là, je pense que je n'aurais pas développé autant de choses nouvelles après ma carrière de champion. Donc là, on a créé quelque part un univers familial qui nous a bien confortés pendant de nombreuses années. C'est vrai que moi, l'arrêt de la carrière avec l'opération de la hanche et la fin d'une étape de ma vie qui va m'empêcher en fait d'être exécutant en tant qu'artiste, il va falloir que je développe d'autres facultés. Oui, vous ne serez plus le sportif showman. Je serai peut-être que le producteur, parce que je pense que j'ai aussi un bon œil et visionnaire de ce qui peut être, ce que je peux apporter de bien, et ma femme aussi, à travers le patinage. Maintenant, il faut aussi que les instances fédérales ou, dans ces cas-là, partir dans un autre domaine complètement, créer une filière spectacle qui n'existe pas encore, même si Holiday on Ice est un grand organisateur de spectacles. Il n'y a pas d'école pour former les gens à devenir des artistes. Il n'y a que des écoles et des clubs qui forment des champions. Puisque vous dites que vous êtes très complémentaires et que vous étiez sur le même registre, c'est-à-dire de pouvoir proposer des spectacles, vous gagnez le même salaire? Non. De toute façon, moi, ce qui est compliqué, c'est que moi, je n'ai pas un salaire fixe.
Je peux prendre sur un mois, par contre, je vais peut-être prendre 100 000 euros, mais après, pendant toute l'année, je ne vais rien prendre. Donc, c'est très compliqué parce que moi, toute ma vie, ça a été ça. C'est-à-dire comment gérer le curseur, comment, on va dire, mettre sa famille à l'abri pour les 20 prochaines années, alors que je ne sais pas si je me blesse, je m'étais cassé une jambe, si j'étais passé dans l'accident de drop, par exemple. Qu'est-ce qui serait arrivé à ma famille si, dès que j'avais eu du pognon, je l'avais claqué? Il y a une gestion qui est assez délicate. Et par chance, j'ai eu une très très belle carrière. Olivia, malheureusement, n'a pas eu, on va dire, la même rentabilité de carrière par rapport à son talent. C'est-à-dire qu'elle aurait pu être justifiée à toucher autant que moi. Si Et elle pourquoi avait... ça s'est pas fait? Je pense que le milieu de la glace n'est pas prêt pour engager ce genre de personnes. Parce que nous, en France, on est toujours prêt à utiliser, pas spécialement les talents, mais ceux qui coûtent les moins cher. On veut bien avoir le meilleur, mais au meilleur prix, c'est ça? Donc, et elle n'a jamais été considérée comme une chorégraphe à part entière sur glace. Donc en fait, on ne vient pas chercher ses services. Parce que aussi, c'est la femme de Candeloro. Donc du coup... on estime que ça fait partie du package, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Ils ont peur, je pense qu'aussi, ils ont peur de... Si la femme est aussi chiante que le mec, je pense qu'ils ont un petit peu peur, alors qu'elle est beaucoup plus talentueuse que moi pour justement donner de la confiance à nos champions. Et c'est réellement ça qui manque aujourd'hui à nos champions. Ça ne me perturberait pas si ma femme, à un moment donné, prenait ma place. D'ailleurs, son métier, qui est chorégraphe sur glace, ou metteur en scène, elle peut le faire jusqu'à 75 ans. Moi, à patiner, je ne pourrais pas le faire jusqu'à 75 ans. Donc, c'est toujours ce qu'on s'est dit. Elle a un métier qu'elle peut faire plus longtemps que le mien. Donc, en revanche, je suis assez contre de dire, pour la même égalité de poste, qu'un homme touche plus qu'une femme. Moi, en tout cas, ça ne me perturberait pas qu'une femme touche autant qu'un homme. Voilà. Il y a des hommes, vous savez, il y a quand même des gens qui considèrent que la femme, on m'a dit ça il n'y a pas longtemps, que dans certains pays, on considère la femme moins importante qu'une chèvre. Alors, je ne sais pas, moi, je trouve un homme, une femme, ça se marie ensemble, ça fait des enfants et ça fait perdurer l'humanité. Et quand on fait perdurer l'humanité, il faut qu'à un moment donné, tout le monde y trouve son compte, que ce soit dans la vie de tous les jours. Faut aller travailler. On ne peut pas demander à quelqu'un de rester à la maison toute la journée pour faire ce que vous êtes en train de faire, là. Ou faire à bouffer. À un moment donné, c'est saoulant. Moi, je vois ma femme qui fait les courses la plupart du temps. Elle fait à manger. Il faut réfléchir à ce qu'on fait à manger. Donc, c'est pas vous qui le faites? C'est une prise de tête. Moi, j'ai envie d'aider de temps en temps, mais... en fait, soit je prends la gestion de dire je fais les courses et je ferai à bouffer, parce que faire à manger, c'est réfléchir à ce qu'on achète comme course. Et c'est vrai que moi, j'aurais tendance peut-être à faire mal manger mes enfants, parce que j'aurais tendance à faire des trucs préparation rapide, de la crème fraîche, de l'huile, de machin, pour que ce soit savoureux. Et alors que Olivia tient quand même un peu à la ligne de la famille, que ce soit pour nos filles ou pour elle-même. Donc, sur cette place des femmes dans la société, notamment sur l'aspect économique, il y a aujourd'hui un rééquilibrage qui se fait. Notamment dans les instances de représentation, dans les instances dirigeantes. On a dû en passer par des lois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de pouvoir parvenir justement à cette égalité dans ces instances et dans les directions, dans les entreprises? Je pense que les gens avaient du mal à le faire sciemment. Donc il a fallu faire voter des lois pour que ça devienne obligatoire. Ça c'est comme est-ce qu'on doit obliger les gens à se faire vacciner ou pas? Nous en France, on est un petit peu les vilains petits canards, c'est-à-dire que on ne veut pas se faire imposer quoi que ce soit. On veut bien suivre liberté, égalité, fraternité, mais on n'a pas envie de se faire obliger à faire les choses. Donc c'est très compliqué. Quelque part, moi, encore une fois, aujourd'hui, l'émancipation de la femme fait qu'il y a du boulot pour tout le monde. Il y a des boulots que les femmes ne pourront pas savoir faire, comme les hommes, certains hommes ne sauront pas faire certains boulots qui sont plus réservés aux femmes. Encore une fois, ça c'est un état d'esprit parce qu'on nous a éduqués avec ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation d'un côté homme, d'un côté femme. Les genres se mélangent beaucoup plus pour vous? Bien sûr, bien sûr. Mais dans tous les domaines, que ce soit dans le boulot, que ce soit dans la sexualité, on a l'impression que tout part un petit peu en vrille quelque part. C'est que on veut de la liberté, on veut plus d'a priori, on veut plus de cloisonnement. Donc, mais parfois, quand vous enlevez toutes ces règles, ça peut partir un peu à la dérive. Donc, et la parité, là où moi, la parité me dérange pas. Ce qui me dérange plus, c'est que parfois, à cause de la parité, on va forcément mettre un homme et une femme qui n'ont pas forcément la compétence du poste. Et ça, c'est plus perturbant parce que du coup,
on devient moins performant dans la réussite de l'entreprise ou d'une association ou de n'importe quel domaine. Et ça me perturbe plus. Parce qu'on a dit, on fait bon genre, on a mis autant de femmes que d'hommes. Mais oui, ça se trouve, dans les deux cas, vous avez peut-être 20% qui ne servent à rien dans vos groupements parce qu'ils n'ont pas la compétence de ce qu'on leur demanderait de faire. Mais on est bien avec la loi. Vous voulez dire que c'est une question d'affichage et pas une question de conviction? Ouais, je pense. Pour certains. Pour d'autres, c'est une... Et puis, pour d'autres, il y en a qui ont très vite compris aussi que les femmes étaient des très bonnes manageuses. Donc, pourquoi pas les utiliser dans ce domaine de compétences. Mais là, encore une fois, on pourrait me dire, c'est sexiste, ça. De dire pourquoi une femme elle pourrait être que manageuse parce qu'elle écrit tout le temps à la maison, parce que c'est elle qui tient, souvent elle qui tient la culotte à la maison. Non, mais je dis simplement, c'est que moi, je remarque que les femmes sont un peu plus... quand elles ont pris une décision de faire quelque chose, elles n'y vont pas par quatre chemins. Alors que l'homme est un peu plus, je pense, un peu plus... pas réfléchi, mais... Précautionneux précautionneux, ou il y va plus à tâtons? Ouais, il y va plus à tâtons. C'est moins cinglant parfois. Les femmes, elles sont dans la direction, elles feront moins de cadeaux. Vous avez dit tout à l'heure, j'étais autonome très jeune. Est-ce que vous repassez à la maison? Est-ce que vous cuisinez? Est-ce que vous faites le ménage? Est-ce que vous faites de la couture? Moi, dans ma vie, je me suis toujours dit, puis j'ai pas eu le choix parce que j'étais souvent parti à l'étranger tout seul avec mon prof. C'est pas lui qui allait me repasser mes chemises et tout ça. Donc, il fallait que je sache tout faire. Mais dès qu'il y a un truc que je ne sais pas faire, je vais chercher à savoir le faire. Donc, je n'ai pas d'a priori sur pourquoi je n'aurais pas le droit de savoir repasser ou savoir coudre ou savoir plein de trucs. Je dis, moi au moins, tu me lâches demain dans la nature où c'est la fin du monde et qu'il faut se démerder. Je veux savoir me démerder pour tout et n'importe quoi. Soit réparer un circuit électronique, que ce soit creuser ou faire planter des patates ou des tomates, que ce soit de faire repasser une chemise, et puis si j'ai plus de faire repasser parce qu'il n'y a plus d'électricité, il faudra trouver une solution. Je suis démerdard en fait. Et j'aime trouver des solutions pour me démerder dans la vie et pas être confronté ou être résigné à ne plus savoir quoi faire parce qu'on m'a enlevé tout le confort dans lequel j'ai commencé à vivre. Alors si vous le voulez bien, Philippe, on va justement voir d'expérience si vous arrivez à vous débrouiller tout seul. Et comment vous vous débrouillez tout seul? À quoi? En repassant à la chemise la plus pourrie de la corbeille que je vous ai amenée. On a ce qu'on appelle dans l'émission la table à passer challenge. Okay. Voilà. Autrement dit, c'est un challenge. Et durant toute la saison, l'invité, il ou elle, qui aura repassé le plus rapidement possible un t-shirt de l'émission, eh bien, va remporter le trophée du fer à repasser d'or. Ça, vous ne l'avez pas pour l'instant. Non, ça, je ne l'ai pas. Alors, je vous propose de vous introduire jusqu'à la table à repasser. Attention et on va repasser dites, ensemble. Venez me rejoindre. I know what you're all about. Alors, ce qu'on va faire, Philippe, si vous êtes d'accord, Et on vous avez gagne vu, quoi, hein, alors, attendez, j'ai été super productif, regardez. Je ne sais pas si vous avez vu. Ouais, c'est bien, j'ai vu le Draus bien. Hein. Ouais, franchement. celui-ci, vous devriez faire des rêves super dehors. Là, je compte sur vous pour me dire. Il faut que je me forme au Draus. Hein, on est d'accord? C'est une question de pliure hein, ou de pliage. Plutôt de pliage, je crois, hein, c'est plus ça. correct. Alors, Philippe, vous faites quelle taille? Ouais, ça dépend. Des fois, en France, je suis plutôt ML. Plutôt ML? Allez, L. À mon avis, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est du M. C'est du M? Peut-être un peu juste. Plutôt un L, alors. Ouais, Allez. plutôt un L. Regardez, ce beau t-shirt. Je vais vous proposer de le repasser. Ouais. Tenez. On va voir qui de vous, de moi. On va le plus vite. Parce qu'en plus, il y a un challenge. Mais bien sûr, il y a un vrai challenge. Ouais, mais là, tu mets la pression à tes invités quand tu leur dis ça. Je suis pas sûr que ça soit peut-être une toute petite pression. Alors, bien évidemment, on est bien d'accord. Hein. Faut pas le repasser n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit bien repassé. Hein. Déjà, alors moi, j'aurais tendance à faire quoi? On m'a toujours dit que quand on avait un flocage sur un t-shirt, exactement, il fallait pas passer le fer dessus. Exactement. Donc il y a deux solutions. Soit vous retournez le t-shirt à l'envers, oui. Vous repassez cette partie-là à l'envers, soit vous faites un petit peu autour, et puis une fois qu'il sera à l'envers, bien plié, vous repasserez un coup. C'est comme vous voulez. Alors après, là, je vous laisse donner le top départ. Je vois que tu fais ça bien parce que direct, tu fais les deux. Ah mais, alors que moi, on m'a toujours appris ça, tu vois. Tu rentres le truc comme ça, et là, tu défroisses d'abord. Tac. C'est bon. C'est parti. C'est parti, vas-y. Mais alors, je sais que vous êtes un compétiteur né et qu'effectivement, comme vous le disiez, vous avez envie de faire une chose pour vos 50 ans, c'est d'offrir un grand spectacle.
Alors, Ouais, qu'est-ce c'est- que vous avez en tête? Vous voulez faire une émission de télévision, c'est ça? Un show C'est une unique? émission de variété sur glace, chose qui n'existe pas. Parce qu'en fait, on regarde souvent notre univers que comme du sport. D'ailleurs, quand j'interpelle les chaînes de télévision pour un spectacle de patinage, il dit bah, allez voir les sports. On ne dit pas, ça, c'est intéressant, mais parce que c'est un concept intéressant. Rappelez-vous de ce qui se faisait avec les années Twist, à l'époque, présenté par Jean-Pierre Foucault. Ouais. Ils ont relancé la folie des danses de rock et compagnie grâce à cette émission. Et ben, moi, ce que je voudrais faire, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez des chanteurs connus, par exemple, et vous mettez en scène leurs clips vidéo ou leurs chansons à travers des ballets sur glace, avec de la scénographie, avec de la mise en scène. Et à ce moment-là, on sort du... Il y a des gens à qui vous voudriez rendre hommage à travers des tableaux, c'est ça? Oui, alors là, sur mes 50 ans, c'est un peu particulier parce que je me dis que c'était de rendre hommage à tous ceux qui m'ont fasciné dans ma vie, Ouais. d'hommes de 50 ans. Donc c'était de dire, par exemple, j'aurais voulu faire venir, comment il s'appelle, Jean-Paul Belmondo. Ouais. Et à ce moment-là, on parle de tous ses films et on fait un medley de toutes ses musiques de films. On lui rend hommage, c'est un double hommage. Lui, il vient parler de moi parce qu'il est certainement à un moment donné. En plus, j'ai déjà patiné pour un de ses anniversaires. Et il était très content et j'ai pu rencontrer ce type-là. Parce que ce type-là, pour moi, quand j'étais gamin, c'était... j'allais une idole. j'allais voir ses films et puis c'était génial, quoi. C'était le cascadeur qui faisait lui-même ses cascades. Voilà, donc je trouvais que c'était quelqu'un bien rencontré, comme la première fois que j'ai rencontré Carlos, par exemple. Ça, C'est pas mal, hein? Vous débrouillez pas mal, je Ouais, trouve, hein? là j'ai mal branlé mon on peut truc. pas dire ça. Je le dirais peut-être pas comme ça, mais c'est pas C'est mal pour ça que quand je mets même, du hein. temps, mais en même temps, c'est quoi ces t-shirts de merde là qui prennent des plis? Alors donc c'est la faute du t-shirt, c'est ça que vous êtes en train de Ouais, me dire? Pas grave, Bon, il y a une chose qu'on va faire en tous les cas, c'est qu'on va vous souhaiter le meilleur pour ces 50 ans qui arrivent. Oui, puis moi je pense qu'il y a des gens En fait, moi j'ai fait plein de choses que j'ai pas eu le temps de raconter. Et peut-être qu'à travers cette émission, ça donnera envie aux gens encore de continuer à me suivre, ou en tout cas de se dire ah ouais, je me rappelle, c'était bien. Parce que moi j'ai traversé plusieurs générations. C'est vrai que ma clientèle aujourd'hui c'est plus, on va dire des 50, 60, 70 ans. Mais en même temps, ces gens-là, quand ils regardaient le patinage, ils étaient avec leurs enfants qui ont 40 ans aujourd'hui, qui sont peut-être des chefs d'entreprise. Et moi, je suis un développeur, moi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime bien concevoir des nouvelles idées pour avancer, pour changer les choses, pour changer les états d'esprit. Donc je suis assez open pour ça. Moi, je trouve que vous êtes très très bien défendu sur ce coup-là. Bon, et On peut arrêter le chrono. c'est pas très asymétrique. Non, mais c'est bon, très bien, Philippe. Voilà, C'est c'est pas super. mal quand même. Hein. Je vous félicite. Hein, il est beau. Il est superbe. Bon, On voilà. vous dit un grand merci d'être venu à la table à repasser. Eh ben, pas de souci. Ça nous a fait vraiment. J'ai été très content de vous entendre. Vous avez dit plein de choses Je qui suis vous bavard, moi, en correspondent. plus, hein. Oui, mais c'est plus que bavard, vous êtes sincère. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'arrive à être bavard. Parce que je raconte toujours la même chose. C'est ma vie, c'est ça. C'est du langage sincère. Je pense que c'est pour ça que les gens me le redonnent bien dans la rue. Je suis assez proche des gens, donc, parce qu'il y a cette sincérité. Merci beaucoup, Philippe. À De bientôt. rien. Ah ouais. Au Bon revoir. courage pour l'émission. Merci beaucoup. Ouais. Allez. Et vous avez le t-shirt, hein, il est pour vous. Et pour moi, Bah oui, super. bien sûr. Voilà. Oh,